Le marteau du juge frappa, sec et définitif, tranchant les murmures qui emplissaient la salle d'audience. L'avocat de mon père, Richard Cole, un homme aux cheveux argentés qui confondait volume et conviction, se pencha en avant et abattit son poing sur la table. Elle est une honte, renvoyée de l'armée dans la disgrâce. Ces mots résonnèrent, chaque syllabe une balle visant ce qui restait de ma dignité. Je restai immobile, les mains jointes devant moi, les yeux fixés sur le juge. Mon dos était droit, les épaules redressées, la posture de quelqu'un entraîné à ne jamais broncher, même sous le feu. À l'intérieur, cependant, je sentais cette brûlure familière derrière mes côtes. La même que j'avais ressentie quand mon père avait prononcé ces mots pour la première fois à la table du dîner, des mois plus tôt. Honte. Il l'avait dit comme une sentence, pas comme une description. Je pensais m'y être habituée, mais d'une manière ou d'une autre, l'entendre à nouveau devant des inconnus, sous serment, me blessait encore profondément. Je regardais l'expression satisfaite de Richard, ce petit rictus qui tirait le coin de sa bouche. Il pensait que c'était juste une autre performance, une autre façon de plaire à mon père. Mon père, Robert Hale, était assis à quelques mètres, les bras croisés, le visage taillé dans la pierre. Un avocat d'affaires à la retraite, obsédé par la réputation, pas par la vérité. Il ne me regardait même pas. Il ne le faisait jamais quand les choses tournaient mal. Il disait toujours « Garde ton sang-froid, Émilie. Ne te ridiculise pas. » C'est drôle comme l'homme qui m'avait appris le contrôle n'avait jamais remarqué que je l'avais maîtrisé mieux que lui. Le juge, un homme plus âgé aux yeux calmes et évaluateurs, nous observait en silence. Il n'interrompit pas les théatrix de l'avocat. Il laissa simplement la tension planer, épaisse et lourde. Je me demandais s'il voyait ce qui se passait vraiment ici. Ce n'était pas juste une audience sur une propriété. C'était une exécution publique de mon nom, orchestrée par ma propre famille. Je gardais mon regard fixe, même quand Richard ricana. « Votre honneur, dit-il en feignant la politesse, la fille de mon client a un historique de problèmes disciplinaires. Son propre rapport de renvoi le confirme. Elle n'est pas un témoin fiable, ni une gardienne responsable de ce patrimoine. » J'entendais presque les murmures se propager dans la salle. Renvoyé, inapte, déshonneur, des mots qui pesaient si lourd dans le monde de mon père. Je sentis ma gorge se serrer, mais je ne bougeais pas. Des années de briefing de commandement m'avaient appris que le silence pouvait être plus puissant qu'un argument. Pourtant, je sentais mon pouls battre dans mes oreilles, chaque battement me rappelant l'humiliation que j'avais appris à endurer en silence. Puis quelque chose changea. Le juge se pencha en arrière, l'expression indéchiffrable. Il m'étudia longuement, trop longuement. Puis, sans un mot, il leva la main et commença à déboutonner le haut de sa robe. Un murmure balaya la salle d'audience. Lentement, délibérément, il l'enleva et la plia sur le banc. Dessous, sur sa chemise blanche impeccable, brillait un seul insigne, argenté, immistakable, l'épingle d'un brigadier général. Mon souffle se bloqua. Il se leva, les yeux ne quittant pas les miens. « Capitaine, » dit-il calmement, mais le poids de son ton fit taire toute la salle. « Vous adresserez cette cour avec le respect que mérite votre service. » Les mots atterrirent comme une détonation, contrôlée, précise, dévastatrice. L'avocat de mon père se figea au milieu d'une respiration. La mâchoire de mon père se relâcha, la couleur se vidant de son visage. Pour une fois, il ne savait pas quoi dire. La salle d'audience sembla basculer, l'équilibre des forces changeant en un instant. Je ne parlais pas, je n'en avais pas besoin. Les années d'endurance silencieuse, les nuits sans sommeil, le silence classifié, tout convergea en cet instant de calme. L'homme qui m'avait condamné sans comprendre ce que j'avais sacrifié pour le protéger, se faisait maintenant tout petit en présence de quelqu'un qui connaissait la vérité. Et tandis que les mots du juge planaient dans l'air, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La vindication, pas bruyante, ni vengeresse, silencieuse, froide, précise. Il pensait que m'appeler une honte lui ferait gagner l'affaire. Pour comprendre comment on en était arrivé là, vous devez connaître les deux mondes dans lesquels j'ai vécu. Mon père, Robert Hale, un avocat d'affaires à la retraite obsédé par la réputation, croyait que le succès n'était pas quelque chose qu'on gagnait. C'était quelque chose qu'on performait.
Ma mère, Hélène, polissait toujours cette performance. Elle lissait chaque mot dur d'un soupir et disait « Tu sais comment est ton père ». C'était sa façon de maintenir la paix. Mais la paix dans notre maison était bâtie sur le silence, le mien. Mon frère, Marc, l'enfant en or, ne pouvait rien faire de mal. Il travaillait dans la finance, portait des costumes sur mesure et parlait la langue que mes parents vénéraient. Croissance trimestrielle, performance boursière, promotion. Moi, en revanche, je parlais une langue qu'ils ne comprenaient pas. Ordre, stratégie, honneur. Pour eux, cela me rendait imprudente. Le dîner chez nous ressemblait toujours à une compétition tacite. Mon père s'asseyait en bout de table, racontant les dernières réalisations de Marc, chacune gonflée d'orgueil. « Vous avez entendu ?» disait-il, regardant autour de la table comme s'il s'adressait à une salle d'audience. « Marc a été promu vice-président à 34 ans. Peu de gens y arrivent. » Ma mère hochait la tête, les yeux brillants. « Il a toujours été si ambitieux, » disait-elle, en servant des pommes de terre en purée sur son assiette comme une cérémonie de médailles en miniature. Silencieuse, patiente, foolishly pleine d'espoir. « C'est super, offrais-je. Nous avons en fait conclu l'opération Night Circuit le mois dernier. » La fourchette de mon père s'arrêtait en l'air, et la pièce se figeait. « Opération quoi maintenant ?» demandait-il, à moitié riant. « Oh, c'est vrai, une de ces aventures classifiées à nouveau. Épargne-nous le discours de héros, Émilie. On parle de vrais emplois. » Les mots frappaient comme des éclats d'obus, petits mais perçants. J'avalais, souriais et me taisais. C'était mon rôle. La fille avec le job hobby. La déception qu'il pouvait encore vanter pour les apparences. Plus tard, cette nuit-là, pendant qu'il dormait dans le confort, j'étais à des milliers de kilomètres, dans une base opérationnelle avancée sombre à l'extérieur d'Alep. La pièce bourdonnait de voix basses et du crépitement des canaux cryptés. « Ligne alpha compromise » disais-je dans mon casque, les yeux rivés sur le flux satellite clignotant. Signal relayé via bande S, engagement du protocole fantôme de repli. Mon équipe se déplaçait avec précision. Un mauvais ordre pouvait coûter des vies, une décision pouvait altérer une mission entière. Et en cet instant, je n'étais pas la fille invisible. J'étais la capitaine Emily Hale, chef de mission, autorité en communication, responsable de chaque homme et femme dans cette pièce. Quand l'alerte de brèche vira enfin au vert, signalant le succès, un murmure discret de soulagement se propagea dans la station. Mon officier commandant me fit un signe de tête sec, une approbation qui valait plus que n'importe quelle louange à demi-mot de mon père. Je ne souris pas, je ne pouvais pas me le permettre. J'avais appris que le leadership n'était pas une question de reconnaissance, c'était une question de responsabilité. Mais une partie de moi souhaitait encore que quelqu'un à la maison puisse voir cela. J'imaginais parfois un écran partagé de ma vie. D'un côté, Marc debout devant ses collègues, bredouillant une présentation PowerPoint sur la croissance du 3e trimestre, pendant que la moitié de la salle faisait défiler son téléphone. De l'autre, moi, casque sur la tête, yeux aiguisés, voix stable, relayant des ordres d'interception tactique qui empêchaient une frappe coordonnée. Le monde de mon frère récompensait la confiance, peu importe sa superficialité. Le mien punissait l'hésitation, peu importe sa petitesse. Pourtant, aux yeux de ma famille, son bureau vitré brillait plus que n'importe quelle mission que j'avais menée. Quand les rumeurs sur mon renvoi se propagèrent, ils ne posèrent pas de questions. Ils ne voulaient pas la vérité. Mon père débarqua sans invitation, tenant un article de journal plié comme une preuve dans une affaire. Séparation administrative. Lut-il à voix haute. C'est juste une façon élégante de dire que tu as été viré, n'est-ce pas? Ma mère se tenait derrière lui, le visage soigneusement neutre. J'essayais d'expliquer, de leur dire que ce n'était pas une honte. C'était une stratégie, une histoire de couverture. J'avais pris la responsabilité pour protéger un informateur local, dont l'identité, si exposée, aurait coûté des vies. Mais pour eux, tout ce qui comptait était le mot imprimé en noir sur blanc. Je me souviens de sa voix, calme mais tranchante. « Tu embarrasses cette famille. » Personne ne mentionna la commandation classifiée que j'avais reçue 3 mois plus tard. Personne ne demanda pourquoi mon nom apparaissait, codé, dans un mémo de renseignement de la défense. Tout ce qu'ils voyaient était ce qu'ils voulaient voir. L'échec.
C'est étrange, les choses que les gens choisissent de se rappeler. Il se souvenait du toast de mariage de mon frère, mais pas de l'année où j'avais envoyé la moitié de mon salaire à la maison quand le cabinet de papa avait fait faillite. Il se souvenait de mon renvoi, mais pas des vies que j'avais sauvées. Pour eux, mon uniforme n'était pas un badge d'honneur. C'était un costume que je refusais d'enlever. Parfois, je repassais tout cela dans ma tête. Les dîners, les rejets, la façon dont les yeux de mon père s'illuminaient quand Marc entrait, mais s'assombrissaient quand je le faisais. Chaque affront empilé proprement sur le précédent, comme une tour silencieuse de preuves. Preuve que peu importe ce que je faisais, je serais toujours la moindre, l'enfant invisible. Mais l'armée m'avait appris quelque chose qu'il ne pouvait pas. Que l'honneur n'a pas besoin d'un public. Et que la procédure, quand elle est utilisée correctement, parle plus fort que l'orgueil. Pendant des années, j'ai essayé d'expliquer l'honneur à des gens qui ne comprenaient que l'image. Mais la vérité était que l'armée m'avait appris quelque chose qu'ils ne pouvaient pas. Quand les mots échouent, la procédure parle. Quand mon père essaya de prendre la maison de ma mère, il ne prétendit même pas que c'était une question de justice. Il la présenta comme une responsabilité, un mot qu'il maniait comme une arme. Son argument était simple: mon renvoi me rendait inapte à gérer son patrimoine. Ce n'est pas personnel, dit-il au téléphone. Son ton sec, professionnel, mais ça l'était. Chaque mot dégoulinait du même mépris qu'il portait depuis des années, la satisfaction silencieuse de me prouver que j'avais tort. Cette nuit-là, je m'assis seule à mon bureau, l'avis légal tremblant légèrement dans ma main. Pendant un moment, je faillis laisser l'ancienne exhaustion gagner. Presque. S'il voulait se battre, il en aurait un, mais pas du genre qu'il attendait. Je n'allais pas crier, supplier ou défendre ma valeur auprès de lui à nouveau. J'avais appris il y a longtemps que l'émotion ne faisait qu'alimenter son arrogance. La procédure, cependant, terrifiait les hommes comme lui. Alors je déposai ma motion pro se, me représentant moi-même. Chaque frappe au clavier était délibérée, chirurgicale. Je citais des sections du Code uniforme de justice militaire, référençais des statuts de propriété et construisis mon argument avec la précision d'une opération tactique. Ce n'était pas une question de vengeance. C'était une question de correction. J'avais passé des années à naviguer dans des systèmes où un seul mot mal placé pouvait coûter des vies. Comparé à cela, ces théatrix légaux paraissaient presque juvéniles. Quand j'attachais mes pièces jointes, je m'assurais d'inclure un document qu'il n'avait jamais vu. Une lettre du Conseil de reconnaissance du département de la Défense reconnaissant la commandation classifiée liée à mon service. Ce n'était pas une munition émotionnelle, c'était une preuve procédurale. Pourtant, j'avais besoin d'une couche d'assurance supplémentaire. Je contactai une ancienne alliée, le major Lena Ortiz, une officier JAG qui s'était autrefois assise en face de moi pendant d'interminables briefings de minuit. DOD. Clause 72. Bravo, lui dis-je calmement. Elle comprit immédiatement. En quelques jours, elle avait authentifié mon dossier de service sous la clause de déclassification. Les preuves seraient maintenant admissibles en cour ouverte. Je n'avais pas besoin d'exposer la mission, juste la vérité que ma soi-disant honte avait été un acte de protection. La dernière pièce était le juge. J'avais recherché le docket et m'étais assuré que mon affaire tombe sous une juridiction spécifique, présidée par un général à la retraite devenu juge de circuit. Le même homme qui, des années plus tôt, avait lu mes rapports de mission sous blackout. Ce n'était pas de la manipulation, c'était de l'alignement. L'homme qu'il fallait dans la bonne salle d'audience avec la bonne compréhension de ce que signifiait vraiment l'honneur. Quand je cliquais enfin sur soumettre, la page de confirmation s'illumina sur mon écran. Je me penchai en arrière dans ma chaise, le silence de mon appartement pesant sur moi. Il n'y avait pas de triomphe, pas de soulagement, juste un calme concentré. Je pensais à toutes les fois où mon père m'avait rejeté, à tous les dîners où il avait transformé mes réalisations en blagues, à toutes les années où il avait confondu retenue et faiblesse. Ce n'était pas une question de lui prouver qu'il avait tort, c'était une question de me rappeler qui j'étais vraiment quand personne n'y croyait. Le lendemain matin, mon téléphone vibra avec une notification email. Une mise à jour de l'affaire. La date d'audience était confirmée. J'ouvris le PDF, scannant la liste des avocats. Là, c'était le nom de son avocat en gras, suivi du mien. À côté, un seul mot qui me fit sourire.
auto-représenté. Plus tard ce jour-là, j'entendis dire que son avocat avait ri en le voyant. Je faillis le plaindre, presque, parce qu'il n'avait aucune idée. J'avais passé des années à débriefer des colonels sous le feu croisé. Ce serait juste un autre type de champ de bataille. La salle d'audience était bondée, murs en chêne, voix murmurantes, flash d'appareils photo, juste assez pour que ça ressemble moins à une audience et plus à un spectacle. Mon père, Robert Hale, était assis à la table du plaignant, costume impeccablement repassé, posture répétée. À côté de lui se tenait son avocat, Richard Cole, le même homme qui m'avait autrefois accusé d'être une honte. Ils étaient entourés d'amis de la famille et de quelques reporters locaux qu'il avait invités pour assister à la justice. C'était le mot qu'il utilisait. Justice. Comme si toute cette performance était une question de vérité et non d'orgueil. Je m'assis en face d'eux, seul, calme, concentré. Mes notes étaient empilées proprement devant moi, stylos alignés parallèlement au papier. Des années en uniforme m'avaient appris à me préparer pour la bataille, quel que soit le terrain. Quand l'audience commença, Richard se leva avec la confiance satisfaite d'un homme convaincu qu'il gagnait déjà. « Votre honneur » commença-t-il, sa voix suave et théâtrale. « Mon client cherche simplement à protéger le patrimoine de sa défunte épouse d'une gardienne inapte. La capitaine Hale, excusez-moi, l'ancienne capitaine Hale, a été renvoyée du service pour inconduite. Elle a un historique d'instabilité émotionnelle et ne peut pas être confiée avec des actifs de valeur significative. » Chaque mot était calculé, prononcé lentement pour qu'il atterrisse avec le maximum de piqûres. Yana Branchepas. Je pris des notes. Chaque insulte, chaque déformation, je les notais calmement, comme si j'étais de retour dans un débriefing. De l'autre côté de l'allée, mon père était assis, le visage de pierre, hochant légèrement la tête à chaque accusation. J'avais vu ce regard avant, approbation sans reconnaissance, la même expression qu'il arborait à la remise de diplôme de mon frère, celle qu'il n'avait jamais arborée pour la mienne. Richard continua, gesticulant dramatiquement vers moi. « Votre honneur. » Son dossier de service parle de lui-même, une tâche déshonorante. Le bruit du marteau fendit l'air comme un coup de feu. Tout le monde se figea. Le juge se pencha en avant, les yeux plissés. « Avocat, » dit-il, la voix calme mais tranchante d'autorité. « Où avez-vous obtenu ce dossier ?» Richard cligna des yeux. « C'est un dossier public, monsieur. » L'expression du juge se durcit. « Public ?» Et puis, dans un mouvement délibéré, le juge commença à enlever sa robe. La salle se tut. Quand il se redressa, l'insigne sur sa chemise accrocha la lumière, une étoile argentée, polie et immistakable. Il me regarda directement. « Capitaine Hale !» dit-il d'un ton égal. « Ça fait longtemps depuis Kaboul. » Pendant une seconde, je ne pus respirer. Je ne m'attendais pas à lui. Le général Donovan, l'homme qui avait autrefois signé mes ordres de mission, celui qui avait vu mon équipe traverser le chaos de l'opération Night Circuit. La salle inspira collectivement. J'entendis mon père murmurer. « Capitaine ?» Comme si le dire pouvait le rendre moins réel. Le juge hocha la tête vers le greffier. « Lisez-le » ordonna-t-il. Le greffier ouvrit une enveloppe scellée et commença à lire à voix haute. Pour conduite exceptionnelle lors de l'opération Night Circuit, la capitaine Emily Hale a empêché la perte de vie en assumant la responsabilité personnelle d'une brèche classifiée. Le dossier de séparation administrative est par la présente corrigé pour refléter un service honorable. Chaque mot frappait comme un marteau. Stable, indéniable, absolu. La salle d'audience était si silencieuse qu'on pouvait entendre le froissement du papier quand le greffier tournait la page. L'avocat de mon père semblait sur le point de s'évanouir. Les lèvres de mon père s'entr'ouvrirent, la couleur se vidant de son visage. Je me levai alors, calme, composé, main le long du corps, posture parfaite. « Monsieur, » dis-je calmement, « je le suis toujours. » Il n'y avait pas de jubilation dans ma voix, pas de triomphe, juste la vérité. Le genre qui n'avait pas besoin d'embellissement. Le juge fit un petit signe de tête, une reconnaissance qui pesait plus que n'importe quels applaudissements. « Cette cour reconnaît le dossier corrigé, » dit-il. « Toutes les allégations d'inaptitude sont rejetées. » L'avocat de mon père bredouilla une excuse. Mon père ne dit rien. Il resta simplement assis là,
les mains tremblant légèrement, sa voix autrefois autoritaire disparut. Pour la première fois de ma vie, il ne pouvait pas parler par-dessus moi. Tandis que je rassemblais mes papiers, un calme étrange s'installa sur moi. Ce n'était pas la victoire, c'était la libération. Pendant des années, j'avais vécu sous sa définition de la valeur. Ce jour-là, je sortis sous la mienne. Mon père avait passé toute ma vie à m'apprendre à respecter le rang. Ce jour-là, il apprit enfin qui surpassait qui. Le couloir à l'extérieur de la salle d'audience semblait différent de quand j'y étais entré. Plus calme, plus lourd, comme si même l'air comprenait que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Des reporters bordaient le corridor, micros tendus, questions fusant de toutes parts. Mais je passais devant eux sans un mot. Mon père se faufila par une sortie latérale avant que quiconque puisse l'arrêter, tête baissée, évitant chaque caméra, chaque regard. Pour un homme qui avait autrefois prospéré sous la tension, le silence l'avait enfin trouvé. Le juge me rattrapa près de la porte. Sa voix était stable, basse. L'armée se souvient des siens, capitaine. Il me serra la main une fois, fermement, puis me laissa là, au milieu de tout cela, immobile, calme, enfin libre. 1 mois plus tard, je reçus une lettre, une enveloppe épaisse, sceau gouvernemental, adressée en lettres majuscules précises. À l'intérieur, une seule feuille du département de la Défense, rétablissement formel du renvoi honorable, commandation rétroactive pour conduite exceptionnelle. Je la lus 2 fois avant de la poser. Le papier ne ressemblait pas à une vindication. Il ressemblait à une confirmation, preuve que la vérité avait toujours existé, même quand personne ne s'en souciait. Je la plaçai dans un dossier, pas par orgueil, mais pour la tenue de registre, la procédure comme toujours. 1 an plus tard, je me retrouvais dans un autre genre d'uniforme, vêtements civils, badge clipsé à ma ceinture, mon nom sur une petite plaque en laiton à l'extérieur d'un bureau. Lieutenant-colonel E. Eilret, consultante en opérations cyber. Mes jours étaient passés à former de jeunes analystes, des esprits aiguisés qui me rappelaient moi-même avant tout. Le bruit, avant l'épuisement d'être douté par les gens qui auraient dû savoir mieux, ils ne me voyaient pas comme une soldate ou un scandale, juste une professionnelle qui connaissait son métier. Pour la première fois, je ne me battais pas pour la reconnaissance. Je faisais simplement le travail. Parfois, je me surprenais à regarder par-dessus l'étage du renseignement, le bourdonnement des ordinateurs, les conversations calmes entre agents et analystes. C'était étrange comme la paix pouvait sembler si immobile, après des années passées sur le fil du rasoir. Il n'y avait pas de parade, pas d'applaudissements, juste un sens d'équilibre que je n'avais jamais eu avant. Ma valeur n'avait plus besoin de témoins. Puis un soir, mon téléphone vibra, un texto d'un numéro inconnu, jusqu'à ce que je lise le nom, mon père. Juste 2 phrases. Ta mère aurait été fière. Dîner un de ces jours? Je fixais les mots longtemps. Autrefois, ce genre de message aurait déchiré quelque chose en moi, espoir, colère, confusion. Mais maintenant, je ne ressentais que de la distance, propre, calme. Je ne répondis pas, je ne l'effaçais pas non plus. Je l'archivais, le gardais où il appartenait, pas effacé, mais catégorisé, documenté. Cette nuit-là, en quittant le bâtiment, les lumières de la ville s'étendaient sur l'horizon comme des veines d'or. Mon reflet dans la vitre semblait différent maintenant, plus âgé, plus stable, entier. Je pensais à la fille qui s'asseyait autrefois en silence aux tables de dîner, qui laissait les opinions de son père la définir, qui confondait son approbation avec la validation. Elle avait disparu. Ce qui restait était quelqu'un qui avait bâti son propre genre de legs, pas hérité mais gagné. Je pensais autrefois que le legs était quelque chose transmis, mais j'ai appris que c'est quelque chose qu'on construit ligne par ligne sous serment, même quand personne ne regarde. Les médailles, les papiers, les commendations, ce n'était pas la victoire. La victoire était que je n'avais plus besoin de prouver que je les méritais. Ils m'ont appelé une honte, mais je n'avais pas besoin de leur respect, juste de la vérité. Si vous avez déjà été sous-estimé par les gens qui auraient dû vous croire en premier, racontez votre histoire ci-dessous.